Bonjour à tous, merci d'être encore aussi nombreux pour presque la dernière présentation, dernière table ronde. Donc nous allons essayer d'aborder un sujet relativement large, puisque nous allons parler de la valorisation de son patrimoine numérique. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par une présentation des différents intervenants. Donc moi d'abord. Moi, je suis donc Laurent Marie, directeur d'une business unit chez Smile, et nous avons pour but et vocation d'intégrer des portails et des CMS. Voilà, donc maintenant, les intervenants de la table ronde. Thomas ? Bonjour, moi je suis également de chez Smile, je m'occupe de l'activité ECM chez Smile. Donc l'ECM c'est grosso modo la gestion des contenus d'entreprise, donc c'est les contenus qui sont à l'intérieur de l'entreprise et on fait une différence chez nous entre les contenus qui sont à l'intérieur et ceux qui ont plutôt vocation à être publiés sur internet et donc à l'extérieur de l'entreprise. Merci. Pierre, c'est à toi. Alors, Pierre Chauvel, j'ai une double casquette ici aujourd'hui, une casquette Actancy, donc notre agence 100% Drupal sur tout ce qui est prestation de site internet, création graphique, intégration Drupal, et je représente l'association Drupal France dans les discussions d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Ivo, I let you introduce yourself. Yeah, so my name is Ivo Bronsveld. I'm from Hippo CMS. I'm the only non-French speaker here, so I hope you can understand me. I believe there is a translator somewhere in case it's needed. But yeah, so I work for Hippo CMS. We're a Dutch company, 100% open source Java CMS, and I'm here to talk about the things I can explain, of course, about how Hippo handles content and how you can leverage the digital legacy if you have them. Thank you very much. Donc Thomas, que vous avez vu au tout début, sera là pour nous assister en cas de problème linguistique. Et enfin, non pas enfin, Cédric. Oui, bonjour à tous. Cédric Damuli, donc moi je suis responsable R&D du CMS Amétis, que vous avez peut-être découvert aujourd'hui. Donc c'est un CMS Java open source qui est basé sur un référentiel de contenu dont on va parler dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. Et le dernier de nos intervenants, Antoine. Bonjour à tous, Antoine Lefebvre, je suis directeur R&D de la société Novius qui édite le CMS Novius OS, également comme Amétis, CMS Made in France, même si je crois qu'Amétis est toulousain et que nous sommes lyonnais en l'occurrence, voilà, monté à la capitale pour l'occasion. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer cette table ronde. Alors le pourquoi de cette table ronde, c'est simplement que tout le monde l'a remarqué, je pense aujourd'hui, nous vivons une époque où les données deviennent de plus en plus riches, de plus en plus conséquentes, donc se pose un certain nombre de problèmes. Là je vois que vous ne voyez pas ce qui est écrit en bas de l'écran, je vais donc vous le dire. Il y a de plus en plus de données stockées, manipulées et exploitées. Donc nous n'aborderons pas aujourd'hui la problématique de stockage, mais plutôt l'urbanisation de ces données et puis également les différents contenus. Donc globalement, pour mémoire, la synthèse aujourd'hui du cycle de vie de l'information est la suivante. L'acquisition, le stockage, le classement, la diffusion. Donc toutes ces étapes ont leur importance et nous allons voir comment nous allons réussir, enfin tout au moins tenter de réussir à agglomérer ces informations et puis en améliorer l'accessibilité. Alors quelques petits, là on voit des dollars là, donc on va parler un petit peu d'argent. Quelques petits rappels sur la structuration des données et puis surtout sur les coûts que cela peut engendrer de perdre des documents ou de ne pas savoir exactement où ils sont situés. Vous voyez que le prix par document est relativement élevé. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin aujourd'hui de structurer tout cela afin de pouvoir accéder plus facilement à l'information. De même, la multiplicité des terminaux nous oblige à pouvoir récupérer une même information sur différents supports. Donc là, on le voit avec la mobilité, par exemple. Donc les principes que nous aborderons aujourd'hui sont premièrement l'urbanisation du système d'information. Ensuite, nous verrons comment on peut réutiliser ces contenus. Et enfin, nous synthétiserons tout cela via peut-être quelques avis sur les bonnes pratiques à mettre en place pour justement arriver à cette fin.
Donc, comme nous le savons, aujourd'hui, les données sont devenues, pour beaucoup d'entreprises, un capital très important. Et il est nécessaire de pouvoir y accéder de façon relativement facilitée, d'autant que toutes ces informations peuvent venir de différents éléments. On le voit là, donc le CMS, la GED, l'ECM, le Thésaurus, dont on parle de plus en plus. Donc ma première question est la suivante. Existe-t-il une méthode sûre permettant de centraliser son capital numérique? Et là, je vais demander à nos invités qui souhaitent nous répondre en premier. J'ai le micro, alors je vais me lancer. Existe-t-il une méthode sûre? Oui, je pense. En tout cas, il existe des méthodes tout à fait pour centraliser, pour organiser son patrimoine numérique. La notion la plus importante, je pense, c'est de se rendre compte qu'on est dans un monde qui invente beaucoup de terminaux, invente beaucoup de manières d'accéder à Internet, et qu'on est bien incapable de dire, dans les 5 années à venir, comment vont évoluer les usages. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu inquiétant pour les gens qui gèrent le contenu, en se disant comment je peux faire justement pour avoir quelque chose qui soit un peu plus pérenne et ne pas me retrouver avec un contenu qui soit emprisonné dans un système qui va devenir caduque parce que, comme vous le savez, on a des lunettes connectées qui arrivent, des montres connectées également, des frigos connectés, et que bien évidemment, les gens s'attendent à accéder à Internet sur ces différents devices. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de faire en sorte que son capital numérique, son patrimoine, soit structuré, soit organisé d'une manière qui ne soit pas liée aux canaux de diffusion. Donc c'est la fameuse séparation du fond et de la forme, dont on entend parler maintenant depuis de nombreuses années, mais qu'il s'agit là de rendre effective. Et la rendre effective, c'est notamment se doter de magasins de contenu, de centres de contenu qui permettent de faire en sorte d'avoir un contenu que certains qualifient comme étant presentation agnostic, c'est-à-dire un contenu qui n'a pas en lui la forme qu'il peut prendre. Un autre avis sur le sujet? Je pense que ça va un peu se rejoindre. Hein. Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Antoine, évidemment. Et puis, à la limite, je vais mettre un bémol, ou du moins un complété. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quelques années, on voulait stocker un document, on le mettait dans une GED, on voulait stocker une page web, on le mettait dans un web CMS, et puis qu'aujourd'hui, les frontières se réduisent de plus en plus, et que tous les outils qui sont cités là, un Thésaurus, un web CMS, ils disent tous qu'ils centralisent les contenus, au final, et on se retrouve avec des tas de silos de données qui prétendent toutes être des référentiels. Donc la question qui se pose, c'est comment on va faire coucher ces référentiels ensemble, hein, si je puis me permettre. Et donc on arrive à devoir construire des passerelles entre ces silos, parce que la problématique des DSI aujourd'hui, c'est d'éviter les doubles, les triples, les quadruples saisies. Je pense que ces problématiques-là vous sont familières. Donc en gros, complètement d'accord avec l'analyse qui est faite là, plus la nécessité d'avoir des passerelles entre ces différents référentiels qu'on va monter. Alors évidemment, il faut que les contenus soient presentation agnostic, ça c'est évident. Mais en plus, il va falloir inventer, et c'est ce qu'on cherche à faire chacun dans nos différentes solutions, en tout cas nous à Métis, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter quand je traite une donnée dans un outil, si elle vient d'ailleurs, cette donnée, eh ben, je vais éviter de la recopier. Je peux la surcharger éventuellement, mais en tout cas, je vais éviter de la recopier. Donc ça me paraît être un point intéressant à mentionner. Je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi. Y a-t-il des techniques particulières pour justement stocker ces données en un endroit unique? Alors, au-delà de techniques particulières pour les stocker dans un endroit unique, je pense que, comme tu disais, l'histoire des silos de données, j'ai entendu un plus fort derrière, alors c'est pour ça que j'ai haussé un peu le ton. La principale problématique, c'est la communication entre toutes ces données. On est au-delà du langage. Et aujourd'hui, le CMSD, CMS, ça sonne web, ça sonne HTML. C'est ce qu'on évoquait ce matin. Je pense qu'il faut sortir un peu du HTML. Il n'y a pas que le HTML maintenant. Il n'y a pas que les PC et que les mobiles qui communiquent sur Internet. C'est ce que tu disais à l'instant en citant le frigo. Il va falloir travailler avec des web services et ça va être ça la clé de la valorisation du patrimoine numérique, c'est de pouvoir utiliser ces web services qui vont être cette passerelle entre différents systèmes de stockage
Et comme tu le mentionnais, il ne s'agit pas de cloner l'information pour la remettre à notre format, mais bien de l'utiliser directement et du coup de l'afficher peut-être d'une certaine façon. Voilà. Merci beaucoup. Perhaps you would like to tell us something, Ivo? No? Yeah. Yes. I'm trying to think what you guys said, so I don't know. Now, when you talk about content and content structuring, within Hippo you have complete freedom of how the content is structured, and you store the information in a presentation neutral format. The presentation layer is completely separate, so that means that the templates you use are 100% can be different on multiple channels. And I think when you talk about storing your content for a longer time, I think it's really important to also have the correct metadata in place so that you can tag the content and then you can, of course, enrich the content and keep on using it later on. So I think that's something that Hippo really does well and supports well. Thank you very much. Thomas? Merci. Moi, j'ajouterais simplement que par rapport à la gestion des contenus sur le web, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et c'est bien normal, on est là pour ça, le patrimoine numérique d'une entreprise, d'une organisation, d'une association, de tous ces organes finalement qui communiquent sur Internet par des CMS et avec des CMS, on a beaucoup à apprendre de la façon dont les entreprises l'ont fait avant eux, parce que les entreprises, l'information qui est stockée en interne dans les entreprises, l'information qui circule dans les entreprises, que ce soit le collaboratif, mais aussi toutes les données de production, je pense aux factures, je pense à tous les courriers qui sont dématérialisés par exemple, et bien tout ceci, aujourd'hui, on voit une convergence très claire entre les repositories de contenu, les bases de données, si vous voulez, qui vont simplement stocker les contenus et qui vont les mettre à disposition de toutes les applications métiers. Donc là, ça rejoint tout à fait ce que tu disais sur le fait qu'un contenu doit être accessible via des web services, qu'un contenu ne doit pas être dupliqué effectivement, parce que cette duplication, elle va nuire à sa réutilisation, et que finalement sur le web, on se dirige de plus en plus vers une organisation des contenus où les contenus ressemblent de plus en plus aux contenus des organisations privées, dans lesquelles on va énormément travailler sur le stockage, la pérennisation, le fait qu'un contenu qui est publié sur un forum par rapport à une version de logiciel X ou Y, eh bien on puisse retrouver très précisément le logiciel concerné, la version, la date de la version, qui est l'auteur, de retrouver les liens de cet auteur avec ce logiciel, etc. Et qu'on va donc pouvoir réutiliser beaucoup mieux et de plus en plus les informations sur le web, j'espère en tout cas. Merci. Donc on a un petit peu mangé, je crois, sur la suite du sujet, mais peut-être que l'on peut aborder quelque chose d'un peu parallèle. C'est que là, on parle effectivement beaucoup web. Bon, aujourd'hui, on est à l'ère des nouvelles technologies. On a énormément de nouvelles choses qui se créent, de nouveaux terminaux. Il y en aura peut-être même certainement de plus en plus. Alors comment est-ce que tout ce petit monde va cohabiter en termes d'unicité de l'information ? Donc sur la partie web, on est quand même la plupart du temps sur des technologies qui sont maîtrisées aujourd'hui, mais qu'en est-il de tout ce qui est mobilité par exemple, ou autres médias à venir ? Alors déjà, la première chose que je voulais dire, je suis désolé pour ceux qui s'attendent à plus d'agressivité entre les participants, mais je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient se dire. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que les 4 solutions qui sont réunies... C'est pas un débat, il n'y a pas de voilà, souci. Mais en tout cas, les 4 solutions qui sont réunies aujourd'hui autour de la table ont finalement la même approche et la même base dans leur CMS. Et ça montre bien finalement que là, on est arrivé aussi à une certaine phase de maturité. Pour en revenir donc à ce que tu évoquais, cette notion de future ready content, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire comment je prépare mon contenu pour quelque chose que je ne connais pas, en sachant très bien que ça arrivera. Donc à partir de là, effectivement, on a plusieurs types d'attitudes, on peut le craindre ou au contraire, on peut se préparer à ça. Pour moi, le plus important, c'est de se dire que votre système de gestion de contenu est avant tout un chef d'orchestre. Et qui va avoir, donc ce qu'on attend d'un chef d'orchestre, c'est sa capacité à faire travailler ensemble, la notion a déjà été évoquée, différents acteurs hétérogènes, internes, externes, et faire en sorte qu'un contenu est peut-être créé dans un silo de données qui est externe, qui puisse rejoindre votre système, qui puisse aussi en ressortir, et que du coup le système ait cette capacité d'orchestration et cette capacité aussi de connecteur.
Donc par exemple, chez Novus OS, on a notre exemple favori, mais parce qu'il illustre bien ce point-là, qui est le dispositif Social TV qu'on a mis en place pour France Télévisions, dont vous découvrez là une version pour les événements, hein, puisque le tweet wall que vous voyez ici, enfin le social media wall, pardon, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il fallait que j'arrête les anglicismes, donc désolé pour ça, est motorisé également par Novus OS. Et donc l'idée derrière ce dispositif pour France Télévisions, c'est qu'on va avoir des conversations qui ont lieu dans les médias sociaux, un petit peu comme ce que vous avez là sur le mur, qui vont rentrer dans le système. Et après, le système chef d'orchestre est capable de faire en sorte de passer un tweet à l'antenne, d'en passer d'autres messages sur une application deuxième écran, ou encore de faire, dans le cas de l'émission Mots Croisés par exemple, afficher à Yves Calvi, le présentateur, un message qui est sur le point de venir à l'antenne. Donc là, le système, au-delà d'être un magasin, un dépôt, on parlait de cette notion de dépôt de contenu, et avant tout finalement ce chef d'orchestre, hein, j'insiste sur la notion, qui fait en sorte de faire circuler le contenu venant de l'extérieur, repartant vers l'extérieur, et d'ajouter à ça finalement toute la notion d'intelligence de l'organisation. Okay. Yes, the question is how to be sure that data is reusable. That's the English version of the question. The way we do that in Hippo, I mentioned before that we have something called that we store the content presentation independently. What I mean by that is that the first thing you need to do is create a document type. And a document type is the structure of your information. So the information is always structured. I think that's the most important part if you want to have your information reusable, that you start with content that has a certain structure. And that structure is, of course, very important, and it helps your editors as well, because if the content is structured, it's easy to manage and easy to work with. Now, the second part of the question is reusing. That means that, of course, whatever will come. I heard you say something about future-ready content, so I understand what that is. And that's something that's, of course, very important, that every type of information, all the information in your CMS, can be handled in any future scenario. So for instance, when you have the skip of the HTML4 to HTML5 thing, what's happening of course right now, then it's really important that you're able to do those things. And that's something we do with Hippo very well. And I also wanted to mention that with the apps, the mobile apps coming up, the mobile things coming up, that it's also very important that you can use the information from your CMS in the mobile apps as well. So of course you need some kind of open API that you can connect with to get the information out of there. And that's something that we can do pretty well as well. So that's I think that's the best way to describe how Hippo handles that kind of question. De mon côté, encore une fois, je vais dire que je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs, donc ça va pas être drôle. Donc effectivement, je pense que la réponse à cette question, elle est double. Elle est à la fois dans l'outil et dans le contenu lui-même. Donc c'est ce qui a été précisé auparavant. Donc dans l'outil, qu'est-ce qu'il doit apporter ? Il doit apporter d'être ouvert à l'extérieur. Donc il doit être ouvert en lecture et ouvert en écriture, c'est-à-dire qu'en import et en export. En import, ça veut dire qu'on est capable de lire de la donnée, d'importer de la donnée d'une JET, d'un thésaurus, d'un autre web CMS, d'un autre CMS tout court, d'un autre CM, et d'être capable de la digérer et puis de ne pas la dupliquer, ça on en a déjà parlé. Et puis on doit être capable de l'exporter. Alors nous, dans Amethyst, par exemple, on a réglé cette problématique en fournissant nativement une représentation XML systématique de tous les contenus qu'on gère. Donc tout contenu géré dans Amethyst, quelle que soit sa modélisation, va avoir une représentation XML. Et puis à côté, on a un atelier de requêtage, on va dire, dans lequel on va pouvoir requêter la base de contenu, tout bêtement, et toute requête créée par un contributeur fera automatiquement l'objet d'un web service. Donc en mariant ces deux fonctionnalités, dès qu'on fait une requête, on a l'équivalent au web service qui renvoie le XML des contenus. Donc ça, c'est intéressant pour ensuite évangéliser les autres systèmes avec ses propres contenus, pouvoir pousser dans des sites web, dans des systèmes tiers. On fait des applis mobiles, des PDF, des applis natives, et que sais-je, en tout cas on est bridé que par son imagination, à partir du même référentiel de contenu. Et avec ce système-là, on peut même importer des données d'un autre silo de données quelconque et les publier via web service, auquel cas le CMS sert de passerelle. Mais finalement, là, on est en plein dans la réutilisation et dans le thème de réutilisation des contenus. Donc ça, c'était du point de vue de l'outil.
Et puis de l'autre côté, là je rejoins complètement la vision d'Ivo sur le sujet, qui est celui de la structuration forte des contenus. Évidemment, quand on parle, alors il y avait dans la keynote d'introduction ce matin, Patrice Bertrand en a parlé, c'est-à-dire qu'on a vu arriver le passage du full HTML avec un gros texte riche qui contenait tout à la structuration en petits bouts. Je pense que c'est réellement très intéressant. Plus on structure, plus on pourra le réutiliser dans un contexte tiers, parce que plus on saura de quoi on parle. Bon, j'ai l'impression de réciter des banalités, alors je vais passer la parole au suivant. Donc à moi de ne pas dire de banalité du coup. J'imagine que vous êtes d'accord. Donc effectivement, je vais me positionner une fois de plus en d'accord. Maintenant, on peut l'illustrer comme chacun l'a fait avec notre outil. Nous, notre outil, c'est Drupal. Je pense qu'aujourd'hui, dans sa version stable, Drupal est réputé pour sa capacité d'organisation des contenus à plusieurs niveaux. Pour en citer que 2, il s'agit de créer des contenus qui sont, on appelle fieldable, c'est-à-dire qu'à volonté leur associer des champs. Et parmi ces champs, il y a le champ taxonomie, les références à la taxonomie qui vont permettre de catégoriser l'info. Je pense que c'est clé, comme c'était cité ici, de catégoriser, de typer son information, ses contenus. Et puis, pour la partie qui, selon moi, est très liée, on l'a mentionné, on parle de web service. Cette histoire de contenu, de valorisation de contenu et de web service, elle est très liée à l'aspect mobile et à l'aspect autre périphérique de façon générale. La future version de Drupal, la version 8, met l'accent tout particulièrement sur les web services. Il y a ce qu'on appelle la Web Service Initiative, qui est là pour pousser autant que possible la web service. Et je reprends l'exemple du chef d'orchestre, c'est exactement ça. En input comme en output, l'idée c'est d'avoir cet outil qui est déjà très performant en catégorisation de contenu de type HTML web traditionnel, de le transformer en un chef d'orchestre de tout contenu. Et donc là, on ne parle plus d'HTML, mais de JSON, de standards tels que SOAP ou REST, donc du web service pur et dur qui va permettre l'intercommunication entre les données. Et évidemment, le fond de la forme est séparé sur Drupal comme chez les autres depuis longtemps. L'exemple du HTML4, on a bien maintenant nos données qui sont à un endroit et la mise en forme qui est faite ailleurs. Alors moi j'ajouterais juste un mot peut-être sur une autre thématique que les solutions à proprement parler, dont vous avez largement parlé et où je suis encore une fois globalement tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et c'est vrai que tu as introduit une notion dont j'allais parler, c'est la notion de standardisation et de normalisation. Donc ça c'est une première chose, je pense que quand on veut... J'allais poser la question. Quand on a la vocation, désolé, quand on a la vocation à réutiliser les contenus, il faut absolument passer par des normes et des standards le plus possible. Les normes et les standards, c'est d'une part au niveau technique, bien entendu. Donc là, on parle de web service, de SOAP, de REST, de XML, tous ces petits acronymes qui font notre vie courante. Mais aussi, et je pense que c'est un petit peu plus difficile d'y penser, toute la normalisation qui concerne la description des métadonnées. Donc vous avez certains domaines dans lesquels c'est extrêmement avancé, le domaine bancaire avec le Swift, le domaine des images avec l'EXIF, l'IPTC, voilà, un certain nombre de normalisation, on va dire, de description de données. Et à partir du moment où vous avez cette normalisation fonctionnelle d'un côté, puis la normalisation technique qui, elle, vient avec les solutions, je pense vraiment que vous pouvez commencer à réfléchir à la pérennité de vos données et à vous dire, voilà, mais les données sur lesquelles je mets beaucoup d'efforts aujourd'hui pour les stocker, les normaliser, les structurer, les indexer de façon assez poussée pour justement ces multiples utilisations, et on peut envisager d'avoir des réutilisations dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire un peu plus d'ailleurs maintenant, sur des données qu'on jugeait relativement éphémères il y a encore quelques années, les données du web. Aujourd'hui, le web, on considère que ça a près 5 ans d'existence, donc ça tourne tous les 5 ans au niveau des frontaux. Et maintenant, on commence à s'apercevoir que des sites qui sont refondus reprennent leurs anciens contenus, réutilisent leurs anciens contenus et les rendent beaucoup plus réutilisables et réexploitables que précédemment. Merci beaucoup. Donc, comme vous êtes tous d'accord en fait sur ce sujet, est-ce qu'on peut imaginer à terme avoir une réelle standardisation internationale des contenus ? Je vais commencer à prendre la parole, comme ça je ne finirai pas à la conclusion. Oui, je pense. Un certain nombre d'indices me font penser qu'aujourd'hui, on voit dans le domaine de la gestion documentaire, la gestion de contenu non structuré, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Forcément, le document est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps que la donnée structurée qu'on va trouver sur le web. Et dans ce domaine-là, il existe beaucoup de normalisation. Cette normalisation, elle arrive de plus en plus maintenant avec
les web services bien sûr, mais avec le XML, avec les schémas, avec la sémantique qu'on va trouver autour des initiatives comme schema.org, un certain nombre de choses qui sont extrêmement standardisées maintenant. Et je pense vraiment qu'on peut aller de plus en plus vers une standardisation des contenus structurés. Je pense que des initiatives comme CMIS, comme l'Open Data, effectivement, que tu as cité Laurent, sont des choses qui sont très intéressantes et qui vont vers la standardisation et la meilleure réutilisation. Oui, excusez-moi, j'ai fait la transition un peu tardivement sur la conclusion en quelque sorte. J'ai entendu Open Data et du coup j'ai changé de page. Vous avez des mots à rajouter sur ces sujets, messieurs ? Très brièvement, il ne s'agit même pas de compléter quasiment, mais effectivement, je pense qu'on a évoqué deux choses. Il y a les métadonnées qui font complètement partie de la catégorisation et ce qui va nous permettre de trier et surtout de retrouver notre contenu. La valorisation, c'est ça, c'est la première slide que tu montrais tout à l'heure. Si ça a un coût d'organiser son contenu à l'origine, c'est un coût qui est nettement inférieur au coût de retrouver une information qui n'avait pas été catégorisée ou mal catégorisée, pire, vraiment perdue. La petite slide qui est passée au tout début, elle mentionnait quand même qu'une étude montrait qu'on avait un peu plus de 7% des contenus qui étaient considérés comme perdus. Voilà, 7,5% de tous les documents physiques sont perdus ou mal classés. C'est quand même terrible, suivant la quantité de contenu que vous avez dans une entreprise qu'on prendrait en exemple, c'est une perte qui est très très notable. Donc pour ça, là, sur la globalisation des méthodes, il y a effectivement, selon moi, deux grands axes. Les métadonnées, où on a une standardisation qui avance pas mal, et puis la façon de communiquer, au-delà de les retrouver, les web services sur lesquels je ne reviens pas. Voilà. Bon. Pour revenir sur le chapitre des bonnes pratiques, puisqu'on est tous d'accord sur le fait, là je te force à changer de slide encore une fois, puisqu'on est tous d'accord sur le dire qu'il faut structurer son contenu, etc., c'est intéressant de réfléchir à l'après. Parce qu'on a dit que les contenus pouvaient survivre à leur outil, on a déjà traité la problématique. Il faut aussi penser, quand on parle de ces sujets-là, au fait que l'outil puisse durer très longtemps aussi, et que à l'intérieur du même outil, on va devoir faire évoluer la modélisation et la structure des contenus. Parce que vous avez des contraintes légales, vous avez des contraintes fonctionnelles, vous avez des contraintes techniques qui font que la modélisation que vous prévoyez au début d'un projet, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si votre outil dure jusque-là et si vos contenus durent jusque-là, il faudra vraisemblablement en modifier le modèle. Alors, si vous faites un diagramme sur un mur avec des carrés et des patates, c'est pas bien compliqué de faire évoluer un modèle. Dans la pratique, quand il faut l'implémenter dans l'outil, et puis quand vous n'avez pas envie de changer d'outil parce que c'est le meilleur outil que vous ayez jamais eu entre les mains, il faut le faire évoluer. Et alors là, je rejoins un tweet que j'ai vu passer sur le mur tout à l'heure, ça parlait de NoSQL, donc c'est exactement ce dont j'allais parler. On a aujourd'hui des mouvances techniques qui essayent de s'extraire du vieux paradigme table-colonne qui présidait au système de gestion de contenu jusqu'à encore récemment, et où on se rend compte que les gens, parfois, avec certains outils et avec ces bases de données relationnelles, sont limités. Je ne fais pas de généralité, hein, je constate certains cas, sont parfois limités puisque après ils sont bien en peine, au bout de 10 ans, la personne qui a conçu le système elle n'est plus là, rajouter 3 colonnes à ma table je veux bien, mais je ne sais pas quels impacts ça aura sur mon schéma. Donc on a aujourd'hui une tendance de fond, enfin qu'on constate, en tout cas que j'ai constaté, qui est on structure de plus en plus les contenus, mais on structure de moins en moins les bases de données qui supportent ces contenus de plus en plus structurés. Ça c'est une tendance de fond et je pense que ça ne fera que s'amplifier. Okay. In English, the question was how to leverage your digital legacy. That's on the screen behind me. And when I first saw that question, I was immediately thinking about how you can use existing systems in your current environment or in your new CMS. So how can you use your existing environment in your CMS? Because you already have a lot of content probably. Most of you already have a CMS or at least a lot of information. And I think it's also important to think about if the technology you will choose, if you're looking for a new CMS, would allow you to also use all the knowledge and all the information you already have in your system without requiring you to do a complete rebuild of the solution. So I think to answer this question, I think it's also important to have a system that is open and flexible and can integrate with other systems really well. So
that the moment you choose a solution, that you're not tied in all that much, that you can integrate with the platforms you already have, integrate with your CRM systems, and use the existing business applications in your new web environment as well. So I think Hippo can show you that there's a lot of open APIs you can interconnect with, which really helps the existing infrastructure, your existing content, your existing applications to use them on the new website as well. So I think that's also an interesting thing to keep in mind. Je crois que la table ronde a été trop consensuelle jusqu'alors. J'en vois qui baille, donc je vais essayer. En plus, c'est pas très honnête de ma part, puisque je suis celui qui termine par avoir le micro. Vu qu'on est tout d'accord sur un certain nombre de points, il y a quand même un point moi, sur lequel je voulais insister, c'est que dans cette logique-là, je pense qu'on oublie peut-être trop souvent un utilisateur qui est l'utilisateur en back-office. Et c'est vrai qu'on évoque toutes ces notions de système, d'interconnexion, une sorte de pieuvre, hein, disons-le très clairement. Mais je pense que dans la réussite de son patrimoine numérique, il y a quand même un acteur qui est majeur, qui est la personne en back-office qui contribue. Et arriver à faire en sorte de mettre à disposition cette personne une interface qui a le plus de sens pour lui, qui correspond vraiment à quelque chose qu'il a l'habitude de manipuler, qui correspond à sa logique métier, ça me semble également un élément très important. Parce que si vous mettez en place un système d'information aussi interconnecté soit-il, aussi puissant soit-il, mais que vos utilisateurs qui doivent l'alimenter, une fois qu'ils se connectent, eh bien, ils prennent peur parce qu'ils se retrouvent face à des formulaires sans fin, qui sont peut-être très structurés, qui sont peut-être très organisés, mais qui simplement ne lui donnent ni envie, ni l'incitent à le faire, eh bien finalement, il y a aussi une difficulté et un danger potentiel pour votre patrimoine numérique. Donc je pense que c'est effectivement très important de réfléchir système, hein, c'est ce que j'ai dit comme les autres, donc je ne vais pas non plus revenir sur ce que j'ai dit. Très important de réfléchir donc chef d'orchestre, mais il y a une autre notion assez importante qui pour nous, chez Novus OS, nous anime pas mal, qui est celle de author experience. Donc on ne parle pas uniquement de user experience, parce que généralement quand on parle d'expérience utilisateur, on pense à l'utilisateur en front office. Author experience, c'est vraiment l'expérience utilisateur pour la personne en back-office. Et d'ailleurs, le terme même de back-office est parfois un petit peu trompeur, puisque ça évoque eh bien, la porte de derrière, vous savez, là où il y a les poubelles, par laquelle on rentre. Et alors que finalement, si jamais vous faites de la gestion de contenu dans des choses qui sont autres, qui ne sont pas des CMS, par exemple, si vous faites de l'emailing, je pense que personne ici parmi vous fait référence à MailChimp comme étant un back-office. Il dit simplement c'est mon logiciel et quand c'est pas le back-office de mon emailing. Et ça, je pense que bien insister sur faire en sorte qu'il y ait une bonne author experience, c'est-à-dire faire en sorte que les contributeurs aient envie de contribuer, qu'ils soient à l'aise dans leur système, c'est également extrêmement important pour son patrimoine numérique. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ce dernier éclairage en quelque sorte. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents éléments, mais comme c'est un sujet qui est relativement vaste, peut-être certains d'entre vous ont-ils des questions à poser à nos différents intervenants. Je vois un monsieur qui lève la main. Oui, bonjour. Donc par rapport aux recommandations pour la structuration des données, et je voulais voir quelle était la place de la norme OAIS, puisqu'on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est prévu de se faire dans ce cadre-là ou pas? Alors l'OAIS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Open Archive Initiative, donc c'est une norme de structuration de données dédiée à l'archivage, on va dire de long terme, hein, c'est bien de ça dont on parle. L'OAIS, c'est une norme de modélisation de données plus qu'une norme de description. Donc voilà, c'est un peu plus, c'est assez. Donc d'une part, c'est très spécifique pour les données d'archives. Donc on parle surtout de documents. Par contre, pour les données qui sont des données liées au web, aujourd'hui, l'OAIS est assez peu utilisé pour une raison assez simple, c'est que c'est une normalisation qui est très très liée à la notion documentaire de le document physique. Voilà, donc c'est assez peu utilisé dans le domaine du web, donc raison pour laquelle je ne sais pas si mes copanélistes connaissent l'OAIS. Bon, c'est pas un truc qui est très présent en fait dans le web. C'est vraiment quelque chose qu'on va rencontrer dans la partie documentaire de la préservation du patrimoine.
je disais qu'il y a quand même des entreprises ou des structures qui utilisent cette norme pour structurer leurs documents numériques, justement pour la pérenniser, comme tout ce qui est numérisation des photos. Ils utilisent ce système-là. Enfin, c'est pas un système technique, c'est une norme de description, une norme en fait, de des archives. voilà. Voilà, c'est une norme de description des archives. D'organisation. Tout à fait. Voilà, encore une fois, vous parlez de documents numériques, de numérisation de photos, etc. C'est vraiment du document physique. Voilà. Alors que dans la partie CMS, quand on parle de pérennisation, de réexploitation du patrimoine, on parle plutôt d'un patrimoine qui a été créé sous forme numérique, qui n'existe pas, enfin qui n'a jamais existé sous une forme papier, microfilm, etc. Donc c'est pour ça que l'OAS n'est pas très très adapté pour ça. D'autres questions? Excusez-moi, je vous avais parlé tout à l'heure, l'an dernier, de back-office en termes de contributeurs. Et donc la partie administration du CMS, c'est normalement du back-office. Alors qu'est-ce que c'est d'après vous? Si, bien sûr, c'est du back-office. Le problème vient plus du terme. Back-office, pourquoi est-ce qu'on n'est pas adepte de ce terme chez Novus OS? Pour deux choses. La première chose, je l'ai évoqué, c'est que ça évoque pas forcément un lieu très reluisant. C'est un peu le côté obscur de votre système d'information. Donc c'est vrai que je pense que ça a eu tendance à ce qu'un certain nombre de CMS aient des interfaces qui soient plus pensées pour l'utilisateur en front, la capacité de ce qu'on peut faire, que pour l'utilisateur en back. Et la deuxième chose, c'est que ça renvoie quand même à une notion de vitrine. Généralement, votre back-office, vous avez un back-office et vous avez un front-office qui souvent est une vitrine. Or, on en parlait plus tôt, de plus en plus, les systèmes de gestion de contenu ne sont pas forcément des systèmes de gestion de contenu web. On est peut-être particulièrement sensible à ça chez Novus, puisqu'effectivement, on travaille avec France Télévisions, donc on a des contenus qui vont à la télé. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose, une tendance de fond sur laquelle il est important de se dire que vous n'avez pas une vitrine, mais des vitrines. Donc votre système de gestion de contenu, il n'a pas vraiment vocation à être la porte cachée de votre site, puisque à côté de votre site, vous allez avoir aujourd'hui vos applications mobiles, demain vos applications pour l'iWatch ou les Google Glass, et que vous allez avoir une multitude de front office. Donc c'est pour ça que le terme n'est pas forcément, à notre sens, le plus adapté. Finalement, le bon terme, c'est simplement de parler d'un logiciel de gestion de contenu et pas uniquement de l'arrière de quelque chose. Merci. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, nous vous remercions d'avoir participé à cette dernière table ronde.